Alors, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les intervenants, bienvenue dans nos locaux. Tout d'abord parce que dans un état d'esprit d'ouverture vers la cité, l'accueil des sociétés savantes fait partie de la mission des archives d'État, mais aussi parce que la loi sur les archives nous confie la conservation d'archives dites privées, c'est-à-dire d'archives de syndicats, d'associations, de partis politiques, de familles ou de particuliers, pour peu qu'elles soient en lien avec Genève. C'est donc dans cet état d'esprit que nous mettons notre espace d'exposition à disposition des associations pour qu'elles fassent venir enseigner le public auquel ils appartiennent. Et c'est donc doublement le cas ce soir, et je passe la parole à monsieur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais remercier ici votre président, M. Studer, qui a eu l'idée d'organiser cette petite conférence sur l'Église orthodoxe russe de Genève et ses tribulations au travers de l'histoire. Je vais vous exposer brièvement les 6 périodes de l'histoire de l'Église de la rue Töpffer, que vous connaissez tous, qui est actuellement masquée par un énorme échafaudage, puisqu'elle est en restauration. Alors, voilà ces 5 périodes. Je m'excuse pour les caractères qui sont un peu petits, je pense, pour ceux du fond, mais je vais les commenter. Il y a eu la période conceptuelle, de 1850 à 1863, des arguments historiques et conjoncturels en faveur de la construction d'une église orthodoxe à Genève. C'était assez étrange. La période de réalisation, le projet architectural, la recherche de fonds et la réalisation, le 50e anniversaire de l'église en 1916, et l'adjonction, l'agrandissement de l'église et l'adjonction d'un clocher qui n'existait pas à l'origine, le 100e anniversaire en 1966, où des grands travaux de restauration ont été prévus, réalisés, mais en plusieurs phases, car les financements pour réaliser cette restauration étaient assez restreints. Cette restauration de 1966 s'est terminée en 1979, date à laquelle le bâtiment a été classé au patrimoine architectural de la ville et de la Confédération. Et puis, dans l'actualité, le 150e anniversaire en 2016, nous y sommes, là, nous avons entrepris d'énormes travaux de restauration. Alors, dans cette période conceptuelle, il faut rappeler 2-3 choses. Au XIXe siècle, de nombreuses familles russes, aristocratiques ou bourgeoises, choisirent le bassin lémanique comme lieu de résidence ou de villégiature. Pour organiser les études de leurs enfants, ils choisirent souvent les nombreux pensionnats réputés de la Riviera vaudoise. Et au milieu du XIXe siècle, on estimait à plus d'une centaine de jeunes pensionnaires russes dans ces établissements. Pendant ce temps, leurs parents partaient sur la Côte d'Azur, laissaient leurs enfants ici, et le prêtre qui était responsable de la chapelle orthodoxe qui fut transférée plus tard à Genève, se préoccupait beaucoup de l'éducation spirituelle de ces enfants russes, mais qui n'avaient plus aucun contact avec l'Église, et c'est dans cet état d'esprit qu'il a continué son activité. Comme la communauté russe en Suisse était assez abondante, il a obtenu du Saint-Synode, qui était l'autorité suprême de l'Église russe à l'époque, de pouvoir déménager à Genève, et il s'est installé dans une villa aux eaux vives, laquelle villa aux eaux vives a été démolie pierre par pierre et a été déplacée à Versoix. Elle existe aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où elle est, mais elle a été transplantée à Versoix. Le contexte historique à Genève. Eh bien, vous parliez tout à l'heure des murailles de la ville. En 1849, le régime fasciste signe le dernier acte d'une évolution qui aura pris près de 50 ans. Et puis, comme on est dans une association des salons du général Dufour, il faut bien vous imaginer que ça n'a pas été très facile. Ce gouvernement fasciste, après la révolution de 1946, a pris une décision qui ne plaisait pas tout à fait à la bourgeoisie genevoise. Donc la destruction des fortifications a été réalisée et elle a rendu disponible une superficie plus grande que la superficie de la ville.
vous donne une idée de la dimension des terrains libérés. Et le Conseil d'État, dans ce contexte, a offert aux communautés religieuses des terrains récupérés sur l'espace jusqu'alors occupés par les fortifications. C'est pendant cette période de générosité et de tolérance religieuse, à Genève, on est au milieu du 19e siècle, il faut bien imaginer ce que ça représentait comme état d'esprit, et à Genève en particulier. C'est pendant cette période que le révérend père Petrov, c'est celui qui s'occupait de la chapelle à Berne, qui s'est déplacé à Genève, prêtre de la communauté orthodoxe de Genève, développa son projet de construire à Genève une église orthodoxe. Pour réaliser son projet, le révérend père Petrov a dû impérativement obtenir l'autorisation du Saint-Synode à Saint-Pétersbourg. Je vais vous lire ici l'extrait d'un rapport qu'il a rédigé le 19 juin 1861, et il écrivait ceci. La ville de Genève est depuis longtemps un nœud de la pensée confessionnelle. Genève reste un refuge pour toutes les opinions religieuses contradictoires. Le gouvernement de Genève offre gratuitement la parcelle de terrain nécessaire à ériger l'église. Il l'a fait ainsi pour les catholiques, les anglicans, les juifs et même pour les maçons. Il est prêt à le faire pour la paroisse orthodoxe de son canton, et j'ai déjà eu la possibilité d'en parler en qualité de représentant ecclésiastique de notre paroisse avec M. James Pazzi, président du Conseil d'État de la République genevoise, et j'ai obtenu de lui la ferme promesse que son gouvernement offrira avec plaisir une parcelle de terrain d'au moins 100 000 francs, 100 000 francs de l'époque, pour ériger une église orthodoxe permanente. Alors, je vous présente le père Petrov, un jeune prêtre, concepteur, réalisateur de l'église et recteur de la paroisse de 1866 à 1883. Puis, j'en viens à la décision du Saint-Synode du 9 février 62. La construction d'une église orthodoxe apparaît salutaire du fait de l'émergence d'un besoin d'influence orthodoxe sur les nombreux enfants russes élevés à Genève. Période de réalisation. Le projet architectural, la grande-duchesse Maria Nikolaïevna, qui est la fille de l'empereur Nicolas Ier, prit sous son patronage l'élaboration du projet de la construction de l'église. Le projet de création d'une église orthodoxe dans le style russe à Genève fut confié par la grande-duchesse à l'architecte David Grimm de l'Académie des Beaux-Arts à Saint-Pétersbourg. Alors, je vous présente M. David Grimm, qui a une impressionnante rouflaquette, qui était un architecte extrêmement connu. C'était le fils d'un valet de chambre d'origine allemande. Ça, c'est fréquent dans l'histoire russe, les fils de valets de chambre, etc., qui réussissent leur carrière dans la littérature et autres. Il a fait ses études à l'Académie impériale des Beaux-Arts. Parmi ses professeurs, on compte d'illustres maîtres, je vous en passe l'énumération. Il a reçu une grande médaille d'or pour son travail de fin d'études. Selon ses projets, furent réalisées de nombreuses églises en Russie, en Europe et en Terre Sainte. En plus, David Grimm menait des activités scientifiques et pédagogiques. Je n'ai pas écrit là une particularité du professeur David Grimm, mais il était luthérien. Il n'a jamais été orthodoxe. Et il a construit passablement d'églises orthodoxes bien connues. Celle, par exemple, de Copenhague. Il a construit la petite église de Nice, pas la grande, mais il a construit l'église en Terre Sainte. Et il a construit une énorme cathédrale à Chersonèse. Bref, c'est un architecte qui était obsédé sur le plan architectural par des décors caucasiens, par des décors... D'ailleurs, cette obsession, vous allez la trouver dans les décors actuels de l'église russe. Voilà son projet. Vous avez ici la face arrière de l'église avec ses trois absidioles, et puis à droite, vous avez l'entrée de l'église. C'est absolument conforme à ce qui existe aujourd'hui. La partie arrière, en revanche, la partie avant a été transformée puisque l'église a été agrandie. Le plan de cette église, et là c'est intéressant, vous voyez un petit peu comment c'est structuré à l'intérieur. Vous avez dans le fond, devant les absides, vous avez le sanctuaire,
Et puis vous avez la nef, et devant vous avez ce que les Russes appellent la trapéza. Ça c'était la première église à Genève. Bon, alors évidemment, quand on fait un bâtiment, il faut savoir qui paye et comment peut-on payer. Alors, la collecte de fonds pour la construction de l'église a été une épreuve assez complexe. Elle s'est déroulée sous le patronage du supérieur de la chapelle, l'archiprêtre Athanas Petrov. En 1862, il obtint l'autorisation du Saint-Synode, ça on l'a vu, pour collecter auprès des orthodoxes en Suisse et par souscription en Russie. Les problèmes financiers apparus lors du chantier furent résolus par une décision impériale. Cette construction a coûté à l'époque 201 610 francs, valeur 1860, peut-être multiplié par 6 ou 7, faire en rapport au prix actuel. Il y a là quelques dons, 17 648 francs offerts par la famille impériale, et donc privés à travers le ministère des Affaires étrangères s'élevaient à 12 211 francs. Enfin, les dons obtenus dans la paroisse lors des offices totalisèrent 4 811 francs et 55 centimes. Si vous additionnez ces sommes, vous apercevez que vous êtes très loin du coût final, mais ils ont réussi à mobiliser suffisamment d'argent pour pouvoir payer cette église. La pose de la première pierre de l'église eut lieu le 14-26, donc on a le calendrier ancien, le calendrier actuel, 1863 en présence des membres de la famille impériale, de l'ambassadeur de Russie et les autorités genevoises. Les constructeurs suisses qui réalisèrent brillamment le projet, c'était M. Jean-Pierre Guibaud, un architecte réputé à Genève, spécialiste en bâtiments publics, qui exerça la supervision du chantier de l'église. Et puis, l'entrepreneur principal, c'était M. Louis-Charles Brogniet, associé à M. Antoine Kraft. Il est intéressant ici de souligner que la famille Brogniet existe toujours, mais elle est devenue agente immobilière, régisseur, mais leurs aïeux, leur aïeul, c'était M. Louis-Charles Brogniet. Voilà la photo de l'église, une fois terminée, avant sa consécration. Vous voyez l'église ici vue en direction de la ville, avec l'observatoire que vous discernez, ainsi que Saint-Pierre, mais dont la flèche actuelle n'existe pas encore. Et vous voyez le terrain vague sur lequel l'église a été réalisée. Sur le plan architectural, il est intéressant de souligner que, après la construction de l'église, toute l'articulation du quartier des tranchées a été faite sur l'axe de l'église orthodoxe russe de Genève. Si vous allez au fond du cours de fort et que vous regardez en direction de l'église, vous apercevez qu'en plein centre, vous avez la coupole supérieure de l'église et toutes les rues ont été mises en parallèle à ce bâtiment. Vu côté Salève, là vous constatez des choses intéressantes. Vous avez devant, en dessous de l'église, un trou, c'était ces fameuses galeries de la fortification de Vauban qui existaient à cette époque. La consécration de l'église eut lieu donc le 14 ou 26 septembre 1966, après 3 années de travaux, et elle fut consacrée, dédiée à l'exaltation de la Sainte Croix et solennellement inaugurée. Là, de nouveau, le père Petrov écrit au Saint-Synode à Saint-Pétersbourg: une énorme affluence du peuple, orthodoxe et hétérodoxe, représentant de toutes les confessions, a rempli l'église jusqu'au dernier recoin. Après le service, plus de 150 personnes ont assisté au déjeuner que j'avais préparé dans ma maison, où différents toasts ont été prononcés. Voilà. Les détails de l'intérieur de l'église, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez en haut à gauche l'iconostase. C'est une vieille photo d'époque, enfin de cette époque, où vous voyez encore dans le coin droit un lustre énorme qui était le moyen d'éclairer cette église. Vous avez la porte royale, à gauche la porte chez Jamel Nord et à droite la porte Sud, qui sont dans l'orthodoxie indispensable dans une église. Puis vous avez ici, en bas à gauche, vous avez la fresque qui recouvre
la voûte dans le sanctuaire, et à droite, c'est la nef de l'église au sommet de la nef. Alors, on passe maintenant quelques années plus tard, le 50e anniversaire, c'est l'agrandissement et la restauration de l'église. À l'occasion du 50e anniversaire, à l'époque, l'église avait un recteur qui s'appelait le père Serge Orloff. Il était recteur de la paroisse. Ils ont pris la décision d'agrandir le bâtiment du côté ouest et de rajouter un clocher. Le projet fut conçu par un bureau d'architectes genevois, Pitarega. Malgré les réticences du Saint-Synode, il faut vous rendre compte, à cette époque, on est dans les années 1915-1916, en Russie, il se passe des choses assez bizarres. La révolution russe n'a pas été terminée, elle a été terminée en 1917, mais ça a fermenté depuis 1905, comme vous le savez, et même bien avant. Et les rapports avec la Russie étaient quasiment impossibles. Et le père Orloff, donc, il a quand même poursuivi son projet. Sur son initiative, on a procédé à la restauration du bâtiment. Les trois nefs furent agrandies, on construisit un clocher abritant un carillon au-dessus du porche central. Les coupoles furent redorées et la peinture refaite. Les frais de cette restauration, près de 200 000 francs, furent totalement couverts par les offrandes et par les activités de recherche de fonds et les dons de riches donateurs de la communauté. À cette époque, vous imaginez bien, en 1915-1916, il y avait déjà passablement de bourgeois qui fuyaient la situation en Russie et qui se sont installés un peu partout, et ces gens ont généreusement financé ce projet. L'agrandissement et la restauration de l'église en 1916, il est intéressant sur le plan architectural de relever qu'on a utilisé pour repousser la paroi qui se trouvait dans l'église d'origine jusque là où elle se trouve actuellement. C'est-à-dire qu'on a utilisé toutes les parties qui étaient utilisables et malheureusement il en manquait un peu, donc on a comblé les vides, on a recouru à la technique de béton à apparence de pierre et on a adapté les vitraux. Si vous avez l'occasion de visiter l'église, vous pouvez voir les différents matériaux qui ont été utilisés à cette époque. On passe maintenant en 1966. 1966, sous la direction de l'architecte Sevikofer et avec la bénédiction de l'évêque Anthony, qui était le recteur de la paroisse à l'époque, qui était aussi l'archevêque responsable du diocèse d'Europe occidentale, un important programme de restauration fut à nouveau entrepris, les préparations de la toiture, dorure des coupoles, restauration du décor intérieur. Les ferblanteries furent toutes refaites à neuf, les bulles redorées, les façades ravalées pour supprimer la peinture qui recouvrait tout le bâtiment. L'extérieur du bâtiment était peint, les toits étaient peints. Le décor intérieur fut repris et verni, et ces travaux furent initialement devisés à 322 750 francs, valeur de l'époque, en 1966. Je vous montre ici une photo des travaux dans la nef. Vous voyez les restaurateurs qui travaillent. Cette campagne de restauration ne put pas être achevée par manque de financement. Toujours la même chose, hein. Et malgré les nombreuses activités de recherche de fonds. Le 24 janvier 1979, Dieu soit loué, le Conseil d'État prit un arrêté de classement de l'église qui fut dès lors considéré comme monument classé. En 1983, on a poursuivi ce programme de restauration du centenaire pour 160 000 francs, et en 1989, on a enfin terminé. Le coût total des travaux s'est donc élevé à 780 375 francs, auxquels nos protecteurs, l'État, la ville et la Confédération, ont participé à hauteur de 249 000 francs, ce qui nous a permis de finir les travaux. Alors ici, vous avez l'arrêté de classement en 1979, n'est-ce pas? Suite à une démarche d'ailleurs du conseil de paroisse et de la société de l'église, ils ont accepté cela, c'était bien agréable. Et puis à droite, vous avez l'église emmaillotée de ces échafaudages d'époque, c'est-à-dire avec des perches en bois, qui est un tout petit peu différent de celui qui actuellement équipe l'église.
2016, cette année, le 150e anniversaire de la construction. Pour les 150 ans de l'église, une restauration complète devisée à 5 090 000 francs est en cours. Vous voyez la différence d'échelle, c'est assez impressionnant. Les travaux débutèrent en septembre 2014 sous la conduite des architectes Vassili et Stéphane Melechko par la restauration de l'enveloppe du bâtiment. Il a fallu reprendre toutes les pierres, les refrapper, enlever la crasse qui était dessus. C'est parti. Et puis, elles ont été donc nettoyées en profondeur avec des tailleurs de pierre. L'inétanchéité des ferblanteries et l'infiltration d'eau dans les murs par capillarité ont provoqué de très sérieux dommages, surtout dans les fresques à l'intérieur, par gonflement des surfaces suite à la pénétration de l'eau à travers ces pierres poreuses. Il a fallu entreprendre d'urgence une réfection complète de l'enveloppe du bâtiment. Actuellement, ces travaux sont terminés. Mais on a changé toute la couverture en zinc naturel qui a dû être remplacée, y compris la couverture des 3 absidioles. Les 3 absidioles, ce qui est intéressant, elles sont réalisées en tuiles de zinc et superposées exactement comme les bardeaux en bois, du canton de Vaud. C'est exactement la même technique. D'ailleurs, vous avez une de ces tuiles qui est exposée dans une vitrine de l'exposition. Quant à la toiture inférieure, elle ne pourra être remplacée qu'après adaptation des échafaudages. Aujourd'hui, ils sont appuyés sur la toiture basse, indispensable à la restauration des coupoles. Contrairement aux apparences, les bulbes dorés en cuivre que l'on voyait depuis la ville, etc., qui avaient un parfait état, ils ont révélé de sérieux défauts d'étanchéité. Aussi, le principe de restauration a consisté à conserver la partie supérieure des bulbes et à remplacer la partie inférieure. En d'autres termes, un bulbe, vous avez une partie qui s'évase comme ça, qu'on peut appeler une trompette, puis en dessous, vous avez un oignon. Voilà. Donc on a fait à neuf ces oignons et on a utilisé la partie supérieure. Vous connaissez les principes de restauration et les exigences de l'Office du patrimoine. Il faut conserver tout ce qu'on peut conserver. Ce qui ne facilite pas d'ailleurs le travail, et puis ça n'en diminue en tout cas pas le prix. Voilà. Pour vous montrer ce qui se passerait dans ces coupoles, voilà une coupole déchirée, vous imaginez bien, avec la pluie qui pénétrait là-dedans. Et puis vous avez le travail d'un tailleur de pierre qui est en train de restaurer une colonnade. C'est un très joli travail, ça. Alors, ces coupoles, c'est intéressant de voir comment elles sont construites. Jusqu'au début de ces travaux, on voyait un fût, donc cette partie ici à gauche, peint de la même couleur que les pierres, et la plupart des gens imaginaient que c'était réalisé en pierre. Il n'y a pas du tout, c'est en zinc, repoussé, c'est un travail absolument incroyable qui est réalisé par un ornementiste. En Suisse, il y a un ornementiste, en Suisse romande, qui travaille à Morat, près de Morat, et qui a fait tous ces travaux, admirablement. À droite, vous avez un fût neuf qui est en train d'être replacé sur la charpente qui est dessous. Vous voyez cette charpente en bois? Eh bien, cette charpente qui est en chêne, elle est d'origine, elle est de 1866, dans un état absolument admirable. Donc, au-dessus de ce fût, on fixe un cercle épais en bois et on glisse la coupole comme une chaussette au-dessus de ce fût. Imaginez-vous, il y en a 9. Donc, c'est un très sérieux travail. Bon, je continue avec ce 150e anniversaire. C'est l'intérieur du bâtiment, la restauration du décor peint. En 1966, on l'a vu tout à l'heure, pour la restauration du centenaire, les décors furent repris partiellement et recouverts d'un épais vernis vinylique censé le protéger. Le problème, c'est que ça a été une décision peu intelligente, mais malheureusement c'était une décision d'époque. Et on ne s'est pas rendu compte que ces vernis emmagasinaient les suies et les poussières. Alors dans une église orthodoxe, je ne vous dis pas que la poussière et les suies. J'ai déjà vu l'intérieur d'une église, il y a énormément de cierges.
il y a de l'encens, etc. Tant et si bien qu'aujourd'hui, l'intérieur de l'église est terriblement foncé. On ne distingue plus tout à fait bien les couleurs du décor d'origine. Avec l'Office du patrimoine, on a décidé, pour conserver l'unité stylistique du bâtiment et de ce décor, on a décidé de restaurer le décor de 1916. On a oublié tout ce qui était antérieur. D'ailleurs, ce qui était antérieur n'était guère utilisable, très abîmé, et on refait le décor de 1916. À noter que nous avons aussi des travaux techniques, la distribution électrique, la ventilation doit être adaptée aux normes de sécurité actuelles. Tant que possible, les alimentations apparentes aujourd'hui, elles courent dans des conduits en bois le long des voûtes. On a enlevé tous ces conduits et on va faire en sorte que cette alimentation puisse être donnée à travers les voûtes du bâtiment. Voilà ce qui vous montre l'état actuel de l'église, ces couleurs très foncées, et puis ce que la restauration va dégager. Vous avez là un carré qui a été fait à titre de modèle, ainsi que vous voyez dans la voûte à droite des couleurs qui apparaissent dans la frise qui est autour de la voûte. Intéressant aussi de noter que aux quatre coins de cette nef, vous avez les évangélistes, dont on ne distingue plus ni le visage, ni les attributs, le lion, etc. C'est sous la suite. Bon, à noter maintenant une particularité de l'église de Genève, mais qui est conforme à l'acte de donation par l'État. L'église russe de Genève, elle a toujours été le lieu de culte d'orthodoxes de toute nationalité. Donc, les Grecs, les Serbes, les Bulgares, les Roumains, qui étaient réfugiés ici, ils étaient à l'église, ils formaient une communauté plus ou moins importante. À l'époque des dictatures communistes en Europe de l'Est, l'église à Genève accueillit nombre d'orthodoxes qui fuyaient ces régimes. Beaucoup de ces familles restèrent ensuite en Suisse. Quelques paroissiens et visiteurs illustres, mais ça n'est qu'une liste qui n'est pas exhaustive. D'abord, Fedor Dostoïevski séjourna à Genève d'août 67 à mai 68. Séjourna à Genève, c'est un peu sympathique. En fait, il allait surtout au casino de Saxon, claquer son fric. Voilà. Sa fille Sophie naquit le 22 février 68 et il décéda le 12 mai 68. Les funérailles de Sophie furent célébrées à l'église russe de Genève et sa tombe se trouve au cimetière de Plainpalais. En 1924, c'est la princesse Tatiana Konstantinovna, fille du grand-duc Constantin Konstantinovitch, qui devint marguillier de l'église genevoise et présidente de l'Union des femmes orthodoxes. Cette personne remarquable est rentrée dans les ordres sous le nom de Tamara. Le marguillier, en fait, chez les Russes, ça s'appelle un starosta, c'est le responsable administratif de l'église. Puis Nikita Magalov, un grand pianiste russe, vécu en Suisse, il décéda à Vevey, ses funérailles furent célébrées à Genève. Après, Alexandre Solzhenitsyn, grand écrivain, expulsé du RSS, maintenant il est retourné, enfin il n'est plus puisqu'il est mort, arriva en Suisse le 17 février 1974, et lors de son séjour en Suisse, il visita Genève à plusieurs reprises. Ici, il eut plusieurs entretiens avec l'archevêque Anthony. Et notre liste, Mstislav Rostropovitch, le violoncelliste très connu, décédé en 2007, résida plusieurs années en Suisse et fréquenta notre paroisse. Maintenant, aussi un élément de l'histoire de cette église qui est très important. Pendant le communisme, la musique liturgique était morte en Russie. Elle a bien ressuscité, rassurez-vous, mais à l'époque, il n'y avait plus de chœur, il n'y avait plus rien du tout. Et quelques chants se sont exilés avec les partitions, etc. Il a été créé un chœur, le chœur de l'église russe, qui avait une certaine célébrité. Ce chœur donna des concerts dans toute la Suisse et en France.
collabore avec des musiciens très connus, comme Ernest Ansermet, Serge Diaghilev et le ballet russe. Ils ont exécuté le ballet Le Soleil de la nuit sur la musique de Rimsky-Korsakov à Genève en décembre 1915, et en première audition mondiale, présenta les 4 chansons russes au chœur a cappella d'Igor Stravinsky. De 21 à 37, ce chœur fut dirigé par Maria Orlova, ça c'est son nom russe, mais en fait c'est Maroussia Makhadov, pour ceux qui se souviennent de cette musicienne qui était une remarquable pianiste, accompagnatrice de très nombreux solistes. C'était la fille de l'archiprêtre Serge, elle a dirigé le chœur, et sous le nom du chœur d'Orlova, elle a participé à la présentation en langue française du mariage de Stravinsky, une œuvre, hein, c'est pas le mariage de Stravinsky lui-même. Le chœur prit une part active au concert de musique russe ecclésiastique, laïque ainsi que de musique ancienne. Depuis la fin des années 30 et jusqu'à l'année 2007, le chœur fut successivement dirigé par les membres de la famille Diakov, Vladimir, qui était violoncelliste à l'orchestre de la Suisse romande, Igor et Alexandre, qui actuellement est un chanteur remarquable, qui se produit plusieurs fois à l'Opéra de Lausanne. Ils ont poursuivi et développé les traditions de cette musique liturgique et ils ont conservé les partitions anciennes en créant des recueils de musique pour les choristes. De nombreux enregistrements documentent ce travail. Voilà pour le chœur. Ici j'ai un tableau, mais je crois que je ne vais pas prendre trop de détails en fait. Je voulais montrer ici ce qui s'était passé à Genève, hein, la nouvelle constitution, le vote final sur la démolition, le nouveau quartier des tranchées, construction de nombreux édifices publics. Vous savez que en même temps que l'église russe, ou 1 ou 2 années avant, il y a eu l'église de Notre-Dame, la basilique, dont je voyais un cliché tout à l'heure, qui a bénéficié aussi de cette générosité. Vous avez l'église anglicane, qui a été la première, à la rue du Mont-Blanc. Vous avez eu la grande synagogue, merci, et vous avez eu le temple maçonnique, qui est devenu une église catholique. Monsieur James Fazi était lui-même franc-maçon, ainsi que son gouvernement. Ils se sont aussi servis de la franc-maçonnerie avec une certaine importance à Genève, surtout dans les instances gouvernementales et les grands conseils. Et ils ont construit le temple maçonnique, devenu une église, l'église du Sacré-Cœur, mais qui comporte encore des éléments d'architecture franc-maçonne totalement évidents. C'est devenu une église catholique. Et en dernier, eh bien, l'église orthodoxe russe de Genève. En fait, cette générosité politique, elle a rendu service, elle a été utilisée par ce prêtre qui avait des idées pour construire une église, et ça a été un succès total. Donc pour le projet de construction, je ne veux pas vous la refaire, la création de la fondation de la chapelle russe, ça peut-être il faut en dire 2 mots. Le propriétaire de l'église, quand le gouvernement genevois a offert ce terrain, ils ont dû créer une fondation. Mais à l'époque, le droit genevois stipulait que ces fondations ne pouvaient pas avoir une durée de plus de 30 ans. Donc c'est tant et si bien qu'après ces 30 ans, il a fallu trouver une autre formule juridique et transformer cette fondation en société, en association. Et c'est l'association actuelle qui possède cette église, la Société des Églises russes, que j'ai l'honneur de présider. 100e anniversaire de la Grande Restauration, le 150e anniversaire de la Grande Restauration, encore l'enveloppe du bâtiment. Et vous voyez ici à droite, j'ai voulu illustrer ça. La première partie en rouge, c'est quand on avait des financements qui venaient de Russie. Donc voilà, le rouge est tout à fait un hasard, on ne sait pas. Et après la révolution bolchevique en 1917, plus d'argent qui venait de Russie, et tout l'entretien de cette église, je vous ai montré les sommes en cause, a été financé par les paroissiens eux-mêmes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et je suis à votre disposition pour répondre à des questions éventuelles.